Bonjour tout le monde et bienvenue à la matinale des Grands Bazars où on se retrouve comme d'habitude autour d'un petit café matinal qui va bien, histoire de commencer tranquillement la journée avant de se mettre au taf. Là en ce moment, moi je suis en train de recommencer vraiment euh, comme à l'usine à monter une petite chier de cube histoire de préparer Octogone et le Ludiverse. Donc d'abord le Ludiverse et ensuite Octogone. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire une bonne brouette de cubes par jour, histoire de prendre bien de l'avance, parce que ça va être chaud sa grand-mère. Avant de commencer aussi le sujet du jour, je voulais vite fait parler de la gamme Warband et Cloud Arbor, donc plutôt la gamme Warband qui va devenir la gamme Cloud Arbor. Parce que quelqu'un m'a posé la question sur le Discord, et j'imagine qu'une petite piqûre de rappel, c'est pas de trop. Du coup, la gamme Warband, toutes les figurines existantes, elles sont encore en stock, mais je vais pas les restocker quand il n'y en aura plus. J'en ai fait un bon paquet, donc vous avez le temps, à part pour l'amalgame, donc la faction de l'Institut, elle est un peu plus low en stock, et l'amalgame, il est vraiment quasiment au bout. Voilà, j'ai encore les masters, donc si jamais un jour il faut les ressortir, c'est pas impossible non plus. C'est juste que là, voilà, la gamme, elle est arrivée un peu en bout de course au niveau des ventes, donc ça sert à rien de restocker pour avoir des figurines qui prennent la poussière. Mais par contre, voilà, c'était ça l'information importante, c'est qu'avec Valentin Zach, on est en train de réaliser 3 sculptures. Là, il va attaquer la 3e, il en a déjà réalisé 2, on va attaquer la 3e. Ils sont pour Cloud Arbor, mais qui vont aussi avoir un profil pour Warband. Donc voilà, le jeu, il n'a pas vraiment trouvé son public, Warband. Cloud Arbor, je suis en train de taffer dessus, il y a encore beaucoup de taf. Mais voilà, quand le budget le permet, on n'en fait plus une priorité, mais quand le budget le permet, on se fait encore plaisir et on sculpte des figurines. Et là, comme Nexus Keeper a bien marché, j'ai pris un petit peu du budget et comme je l'avais dit au tout début, je l'ai injecté dans la gamme Warband / Cloud Arbor, et il va donc y avoir une petite boîte de 3 figurines. Je vais les sortir en un seul lot. Ce sera plus simple que de faire de la figurine individuelle. Et voilà, ce sera un beau test, voir s'il y a encore un petit intérêt pour ça, si les figurines sont cool. Donc je pense que ça va faire plaisir. Enfin, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur un message que j'ai lu dans la vidéo précédente qui a déclenché plutôt pas mal de réactions, pas mal de petites discussions dans les commentaires, donc ça c'est super cool. Et j'ai eu un message de Purple Brain qui expliquait que donc la vidéo précédente, on parlait du fait que le coût de qu'est-ce qui pouvait impacter le coût d'une figurine, d'un produit, et donc dans son commentaire, il expliquait que le fait d'ajouter une licence pouvait aussi augmenter le prix du produit. Et je trouve ça assez intéressant parce que j'y avais jamais vraiment réfléchi. C'est vrai que c'est logique en fait, s'il y a une licence connue, les gens vont d'office y voir un petit peu plus de valeur. Pour moi, l'ajout d'une licence, ça avait toujours impacté uniquement le nombre de clients, donc la base client, on allait fortement élargir si on avait une grosse licence. Mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a aussi un impact sur le prix du produit. On peut vendre un produit plus cher s'il y a une licence connue, et ça s'explique de toute façon parce qu'on a des droits d'auteur à payer aux gens qui détiennent la licence, donc c'est logique. Mais est-ce qu'on augmente, par exemple, si la licence nous coûte 5%, est-ce qu'on augmente de 5% le prix, ou est-ce que ça nous permet d'augmenter de 10% le prix, et donc de faire une plus-value là aussi? C'est assez intéressant, mais ça me permet de simplement aussi donc voilà, moi, comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai vraiment pas toutes les réponses, hein. Je suis encore vraiment dans une phase d'apprentissage, donc faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant non plus. Voilà, je partage mon expérience, mais si je peux continuer à le faire comme ça pendant plus de temps, ça va sans doute un petit peu s'affûter, ce qui va être cool. Mais du coup, je voudrais justement parler des licences, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Tout simplement parce que vous pouvez le voir, moi je fais toujours des créations originales. J'ai pas de licence tout simplement parce que ça coûte ultra cher. Forcément, quand on débute, c'est pas forcément possible de se payer une licence. Ou alors on se paye une licence qui n'a pas un gros impact, mais alors quel est l'intérêt d'avoir une licence? Mais, à part le kiff bien sûr, si vraiment on kiffe une licence. Du coup, moi je fais beaucoup de créations originales, mais il y a vraiment une logique derrière aussi, il y a une raison pourquoi je fais ça. Il y a 2 raisons en fait. Un, c'est en réaction à
un peu un ras-le-bol de ce que nous proposent les entreprises pour l'instant. On a beaucoup, bon le plus gros l'exemple le plus flagrant c'est Disney. On a beaucoup d'entreprises, mais même moi et même Game Workshop, je vais en parler dans un instant. On a beaucoup d'entreprises qui vont nous ressasser encore et encore, recycler des licences et des choses qu'on a vues quand on était gamin pour jouer sur la nostalgie, nous resservir une petite Madeleine de Proust. Et là, on commence à en avoir bouffé de la madeleine, donc j'en ai un petit peu marre qu'il n'y ait pas de nouvelles propositions en fait. Et je trouve ça dommage que, ben voilà, on a maintenant ça va être le Roi Lion version live action et tout. On en fait toujours, on revient toujours avec la même soupe, mais on nous la sert dans une assiette différente. Et, et je trouve ça chiant pour les générations futures qui, au final, eux, vont se retrouver peut-être avec des remakes de remakes. On va avoir un remake fait sur base d'un remake qui est fait sur l'original, et puis ça va vraiment partir en couille. Donc, laisser un moment, je pense que c'est bien de laisser les chefs-d'œuvre comme ils sont, et d'essayer de prendre le risque de faire de nouvelles propositions. Bien sûr, la licence, d'un point de vue jeu de société, ça va être un gros filet de sécurité, ça va permettre vraiment de faire décoller un projet. Mais moi, j'aime bien prendre le risque, et surtout, ça c'est le deuxième point. Donc, c'est en réaction parce que j'en ai marre qu'on nous resserve toujours de la soupe, et la même soupe, sinon l'expression ne veut rien dire. Et en deux, bah, c'est parce que j'ai envie de vraiment de tenter le tir impossible, quoi. Que si jamais ça passe, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, si jamais il y a une licence que je crée d'école, en probabilité, on est proche de zéro, hein. J'imagine que créer une licence, c'est un truc... là, ça doit enfin, il faut vraiment avoir une accroche du public de dingue, il faut que ça se répande de ouf, il faut que... Enfin, tous les astres doivent s'aligner pour créer une licence, et en plus, si ça se trouve, ça se fait pas de ton vivant. Si ça se trouve, c'est vers la fin de ta vie que ta licence, elle va exploser. Donc, mais je trouve l'idée tellement cool de peut-être amener une autre proposition dans le monde des licences, je sais pas comment dire ça, dans la pop culture peut-être, que ce serait ultra cool si j'y arrive simplement. Donc même s'il y a 1% de chance, pourquoi est-ce que je le tenterais pas? Ce serait rigolo de se dire que peut-être les générations futures, elles vont grandir avec un dessin animé Nexus Keeper qu'ils auraient eu quand ils étaient petits. Ça, je trouverais ça énorme. Et donc, il y a franchement peu de chances que ça arrive. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit d'essayer? J'ai envie de dire oui. Et en plus, je pense que Nexus Keeper est le projet que je fais qui a le plus de chances d'y arriver. Pourquoi? Parce que je le remarque en fait sur les salons. Je remarque qu'il y a beaucoup de questions, plus que sur Warband, qui est Warband un univers que j'avais déjà un peu plus creusé. Vraiment même bien plus creusé, j'avais prévu des reveals, des secrets, plein de choses sur la cosmogonie de l'univers. Alors que Nexus Keeper, je l'ai vraiment laissé pour l'instant très très succinct. On va en apprendre sur le monde lui-même, le Nexus, qu'est-ce que c'est, mais voilà, c'est très volontaire, c'est des portails avec des créatures qui viennent, est-ce qu'ils viennent de mondes différents ou est-ce qu'ils viennent de différents endroits d'un même monde, ça ce sera à découvrir. Pour être franc, je l'ai pas encore décidé, mais mais c'est volontaire que ce soit très très light, parce que c'est au niveau du projet, c'est aussi un projet qui a vocation à rassembler une équipe autour d'elle, et que du coup j'ai pas envie que ce soit moi qui décide de tout, et que si dans un an j'ai une équipe de 5 personnes qui bossent sur Nexus Keeper, j'ai envie qu'il y ait un responsable peut-être justement du lore du monde, et qui prenne lui les décisions. J'ai pas envie de lui dire bienvenue dans l'équipe, tu vas t'occuper du lore, pff, voilà le lore, tu peux l'apprendre, surtout dépasse pas trop. J'ai envie que ce soit lui vraiment qui soit créatif dans le truc. Donc voilà, j'ai laissé la base, et en plus c'est un jeu pour enfants, donc il n'y a pas besoin de pousser de trop au niveau du background. On peut laisser un truc assez simpliste qui marche très bien. Pourquoi je racontais ça? Ah oui, et donc, pourquoi est-ce que Nexus Keeper, je pense, a une vraie opportunité de réussir? Une vraie, on parle, genre, j'ai peut-être 2% de chance au lieu de 1, on reste dans...
Mais bon, c'est 2 fois plus. On reste dans on reste dans le petit, dans le coup de l'impossible. Mais, et du coup, parce que je vois sur les salons qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le lore. «Ah, il y a un lore, c'est qu'est-ce que» enfin, ils posent des questions sur les personnages, chose que j'avais jamais eu vraiment avec les autres jeux. Et je vois très fort qu'il y a des gens qui ont leur personnage préféré. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gros bingo quand tu as des gens, après 3 parties, ils font: «Non, mais ça, c'est mon personnage, je joue qu'avec lui et tout». C'est trop bien. Il y a des gens qui m'envoient des messages en disant: «Oh, je sais plus qui m'a envoyé ça récemment, enfin assez récemment, qui m'a envoyé, «Ah, ma fille adore MJ et elle joue tout le temps avec». Ça déjà, ça réchauffe le cœur de ouf quand on a des messages comme ça. Et pour moi, c'est une preuve il y a un truc qui se passe. Il y a un truc, vraiment qui se passe au niveau, de l'univers, au niveau de la DA, au niveau de l'univers, qui fait qu'il y a les gens s'attachent à ce jeu avant même qu'il soit vraiment complètement développé. Donc je pense que si on met vraiment le paquet, pourquoi pas, Nexus Keeper pourrait être une licence qui change un petit peu le paysage, en tout cas francophone. Et puis si on peut aller plus loin, on ira plus loin. Mais ce serait cool d'ailleurs qu'il y ait une grosse licence française qui naisse. Je trouve qu'on est toujours un petit peu, oui, je dis «nous» parce que je peux me considérer comme français. Je suis quasiment plus français que vous maintenant. Heu, voilà, je me perds parce que je dis des conneries. Qu'est-ce que je racontais? De la merde sans doute? Je sais plus. Mmh. Que ce serait cool, qu'il y ait, une licence qui naisse en France, parce que je trouve que sur plein de points, on est un petit peu mou du genou quand il s'agit d'avancer. Par exemple, injection plastique, un mec tout seul en Pologne il a acheté une machine d'injection plastique et il a créé Archon Studio. C'est Pologne, hein, je dis pas des conneries? Non, ouais. Et il y a de l'injection plastique qui se fait là. Il y aurait moyen de faire un pôle en France, mais j'imagine que personne n'a envie de se lancer parce que c'est un truc de ouf. Mais voilà, ça manque un petit peu d'ambition sur plein de plans. Chaque grosse nation a une grosse entreprise qui fait du jeu de figurines. Et chez nous, on a plutôt des distributeurs. On n'a pas un gros, vraiment. Ah non, on a des éditeurs, mais je veux dire, on n'a pas une grosse licence de figurines françaises qui est née. On a beaucoup de petits indés, mais voilà, on manque un petit peu d'unité. Et je trouverais ça cool qu'on ait pour une fois un gros truc qui naisse sur l'Hexagone. Ce serait assez fun. Et je pense donc que Nexus Keeper a une petite chance d'y arriver. On parle à nouveau d'une chance infime, mais bon, on peut toujours rêver. Au mieux, au pire, on l'a pas et c'est normal. Et on aura juste fait le même truc que tout le monde. Mais, je sais pas, ça peut être cool. Et je pense que j'ai déjà fait le tour. Oui, donc effectivement, ah oui, voilà, c'est ça par ça que je voulais terminer. D'un point de vue vraiment économique, moi je suis très long terme. Je suis vraiment, je regarde toujours l'avenir. C'est pour ça que je peux passer ma journée à faire des des centaines de cubes à la chaîne, parce que je suis très à l'aise avec le fait de sacrifier, ma journée en me disant que ça va avoir un gros impact pour le futur. Mon problème, c'est qu'il va falloir un moment, si je continue toujours à voir dans le futur, c'est qu'il y a un moment, il faut que je m'arrête et que je me dise: «OK, c'est cool ce qu'il y a maintenant». Mais, j'ai toujours une vision très long terme et du coup, oui, comme disait, Purple Brain dans son commentaire, c'est vrai qu'avoir simplement une licence, ça peut permettre d'accélérer les choses, mais si on arrive à la construire, on a encore une plus grosse réussite qui nous attend. Hem C'est juste que ça prend énormément de temps et il faut accepter que peut-être que c'est pas, moi qui vais en avoir les fruits, mais peut-être, ceux qui vont reprendre, ma société après, j'en sais rien. Mais si moi je construis, une que ça me prend, 20 ans pour construire un truc de ouf, je serai quasi à la retraite et ce sera au suivant vraiment de continuer à pousser le truc, mais ça me dérange pas du tout. J'aime bien cette idée de transmission aussi. Mais du coup, voilà, moi j'ai toujours une vision très long terme et c'est pour ça que j'essaye des coups impossibles et on va voir si on y arrive. Et j'avais un dernier truc à dire. Ah oui! J'aurais dû dire ça avant, mais
Je suis toujours embrouillé comme d'habitude. C'est pas très malin en fait de faire des vidéos le matin parce que mon cerveau est encore dans la brume. La petite arme secrète de Nexus Keeper au niveau des licences, c'est que comme le jeu c'est des portails qui rassemblent des gens sur un monde un petit peu bizarre, rien ne m'empêche de un jour aller chercher une licence pour faire une famille de figurines. Je pense qu'il faut pas abuser et faire comme par exemple Wizard of the Coast avec Magic the Gathering qui commence à faire que de la licence et des licences qui ont rien à voir. Il y a des sets Magic, Tortue Ninja et tout, ça commence à partir en vrille. Je pense qu'il faut garder une logique, une cohérence graphique, une DA, mais par exemple, rien ne m'empêcherait d'aller essayer d'avoir la licence de Lanfeust, donc Troll de Troie par exemple, et faire une petite famille de trolls avec Ebus et tout. Moi voilà, c'est une BD qui a un peu bercé mon adolescence, donc j'aime beaucoup cette BD. Pas Troll de Troie, mais Lanfeust de Troie, et du coup, les trolls seraient une bonne famille pour Nexus Keeper, mais on peut comme ça aller chercher, tant que ça reste un peu dans du médiéval fantastique, je crois que c'est ça la limite. On peut pas aller chercher des Tortues Ninja, pour moi ça dénaturait un petit peu trop le truc. Quoique dans le 3, les Tortues Ninja, elles sont allées dans le Japon médiéval. Est-ce qu'on pourrait pas faire les Tortues Ninja de Tortues Ninja 3? Alors je sais que tout le monde déteste ce film, mais moi j'étais vraiment très petit, donc je le trouvais marrant. Donc voilà, je crois que c'est la conclusion de cette vidéo. Faisons les Tortues Ninja. Non, on peut aller chercher des petites licences comme ça, tant que ça reste dans du médiéval, et on peut vraiment faire des one-shots à une famille avec une licence. Donc en fait, moi j'ai la petite arme secrète que j'ai prévue en fait aussi, c'est pour ça qu'il y a cette histoire de portail aussi, c'est en me disant je peux créer ma licence propre, et rien n'empêche d'intégrer de temps en temps un petit one-shot d'une licence dedans, pour justement avoir ce petit coup de boost au niveau de la base client, et comme le dit du coup le commentaire, peut-être au niveau de pouvoir, enfin quoique non, parce que si tu augmentes les prix d'un produit juste parce qu'il y a une licence alors que les autres sont plus chers, tu passes vraiment pour un connard. Donc bref, on peut intégrer de temps en temps une petite licence. Et voilà, ça clôture un petit peu, déjà moi je clôture mon café, et ça clôture ce que j'ai à dire sur les licences. On va se retrouver dimanche. J'ai eu des commentaires de Samy au niveau vraiment au niveau des finances, au niveau de points très très comptables presque du truc. Il voulait parler est-ce que je suis dans le vert, est-ce que je suis dans le rouge, et je voulais expliquer peut-être, est-ce que c'est intéressant d'être dans le vert, donc d'être en bénéfice dès le début d'un projet, mais est-ce que ce sujet est pas un petit peu trop relou, vraiment quelque chose de très financier, très comptable. Voilà, dites-moi si ce genre de truc vous intéresse, où on commence à chiffrer, et on explique pourquoi est-ce qu'on est encore dans le rouge, pourquoi est-ce qu'on passe dans le vert, à quel moment, ce genre de choses, ou si vous préférez qu'on reste dans des thèmes plus généraux et un peu plus fun comme on a pu faire aujourd'hui. On se retrouve dimanche, passez une bonne fin de semaine, à bientôt.